Amis auditeurs et auditrices de la 88.6 FM, bonjour. Nous recevons aujourd'hui une géographe agroéconomiste, consultante internationale, une battante qui ne s'embarrasse pas d'aborder tous les sujets, même les plus délicats ou les plus controversés. Célestine Zanou est née en avril 1960 à Ouessé. Elle est de la génération des indépendances. Permettez-moi de paraphraser l'écrivain Hubertine Auclerc, qui a pu écrire en 1948, je cite, « De même que les hommes qui ont le goût peuvent envahir la cuisine, les femmes qui sont instinctivement poussées doivent s'occuper de politique. » Fin de citation. L'invité qui est devant nous connaît bien le terrain politique. En 2006, Célestine Zanou a été candidate à l'élection présidentielle. Ancienne directrice de cabinet d'abord de Albert Tévoidré au ministère du Plan en 1996, puis de Mathieu Kérékou à la présidence de la République dans les années 98-2000. La présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout a également travaillé 3 ans durant aux côtés de l'ex-premier ministre ivoirien Seydou Diawara à Abidjan. Bonjour Madame Célestine Zanou. Bonjour. À l'entame de cette émission, j'aimerais faire remarquer aux auditeurs que vous êtes une femme unique en votre genre. Vous n'êtes ni baromètre ni bulldozer. Pourquoi? Je suis femme politique. Merci Madame Zanou. Pour conduire cette émission de bout en bout, j'ai à mes côtés Agapite Napoléon Maforican. Bonjour Agapite. Bonjour Blaise, bonjour Célestine Zanou, bonjour amis auditeurs de radio OCF. Et bonjour également à Charles Toko qui est dans cette émission. Bonjour Blaise, bonjour Madame. Vous qui êtes à l'écoute, vous pourrez nous adresser des SMS au numéro 65 00 27 27. Nous acceptons également les messages par WhatsApp au numéro 65 00 24 24 ou le 65 00 28 28. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient intervenir directement peuvent composer le 65 00 24 24 ou le 21 33 84 19 à partir de 10 heures. Avec notre invité, nous analyserons les derniers événements survenus au Burkina Faso et leurs conséquences pour le Bénin. On parlera du blocage des élections avec les nouveaux développements, sans oublier la marche des forces politiques et sociales cette semaine à Cotonou. Enfin, on parlera du rôle des femmes et la prochaine élection présidentielle. Première partie de cette émission, Célestine Zanou, vous avez suivi les événements au Burkina Faso qui se sont accélérés depuis le jeudi 30 octobre, aboutissant le lendemain au départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Personnellement, auriez-vous prévu un tel dénouement il y a une semaine? Merci. C'est l'occasion de saluer les auditeurs et auditrices de Océan FM, de vous remercier pour cette présentation exhaustive de ma petite personne. Sur le Burkina, est-ce que j'aurais prévu? Je ne suis pas prophète. Et personne, à mon avis, ne pouvait prévoir. Si je m'en tiens à la lettre que François Hollande a adressée au président Compaoré le 7 octobre dernier seulement, personne ne pouvait prévoir cette issue. Mais je voudrais seulement partager avec vous une communication que j'ai eu à faire au Burkina devant le président Blaise Compaoré et devant l'opposant numéro 1, Zéphirin Diabré, et surtout devant le gratin politique français, européen qui était là, où j'avais l'honneur de présenter un thème, bonne gouvernance et efficacité de l'aide. Et dans ma conclusion, je disais que notre démocratie qu'on nous a imposée pratiquement depuis la conférence de la Baule, cette démocratie est en cours dans les pays africains, mais les dirigeants ont souvent 3 issues: la prison, l'exil ou l'assassinat. Je l'ai dit devant eux et je posais la question aux Européens, je leur posais la question de savoir si ce modèle n'avait pas un problème. La conclusion, c'était que c'était un modèle qui n'est pas adapté à nos réalités socio-culturelles. Parce que la conception féodale du pouvoir chez les Africains fait que, quand ils arrivent, ils n'ont plus envie de partir. Les Africains doivent donc réfléchir pour trouver un modèle plus adapté à leur réalité socio-culturelle, pour que nos pays
évite les scènes du genre de ce que nous venons de vivre ces derniers jours au Burkina. Vous avez un modèle en tête, madame? C'est une question de réflexion. Je crois que l'Angleterre est là, le Japon est là, c'est des démocraties aussi. Nous devons réfléchir, je ne dis pas de les copier servilement, mais nous devons réfléchir pour trouver un modèle. Parce que c'est triste, on ne peut pas avoir été grand dans un pays, dans une sous-région, dans un continent, dans le monde, et finir comme le président Compaoré est en train de finir. Il n'a pas vu venir. Hier, je le disais, il s'est trompé sur la réalité du peuple burkinabé. Il s'est trompé, il n'a pas vu venir. C'est le propre des chefs. Quand vous êtes dans votre tour et que vous êtes entouré de courtisans, parfois vous ne voyez pas venir les choses. Ou bien vous minimisez et après vous vous trouvez face à une réalité qui vous contraint à des choses qui ne vous honorent pas. Mais ce n'est pas sa personne, c'est l'Afrique entière qui est humiliée. Justement, vous parlez du président Compaoré, c'est quand même le symbole d'une certaine garantie de la paix de la sous-région. C'était quand même le Moubarak de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est-à-dire l'interlocuteur privilégié de l'Occident dans la sous-région. Ne redoutez-vous pas un vide préjudiciable à la paix dans la sous-région? Un vide, oui, je dirais. Mais ici, c'est l'intérêt du Burkina Faso et du peuple burkinabé qu'il faut d'abord voir. Ce peuple voulait que le président Compaoré parte. Donc c'est d'abord l'intérêt du peuple burkinabé. Il avait un mandat. Oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le modèle démocratique, le peuple n'a pas attendu. Il est souverain, il a donné un pouvoir et puis il a retiré. Bon, ailleurs, on n'aurait jamais vu ça. C'est tout ça qui doit nous amener à réfléchir. Mais je voudrais vous dire, par rapport à ce vide que vous évoquez, moi je pense que oui, il y a vide, d'accord. Mais avant Blaise Compaoré, il y a eu des interlocuteurs de l'Occident. Après Blaise, il y aura. Donc, il faut mettre surtout du temps. Blaise a été préparé avec le temps. Nous allons mettre du temps pour trouver celui qui va être l'interlocuteur. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, quand même, notre région est à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins avec le risque des intégristes, la menace qui est là. Donc, nous avons besoin d'un interlocuteur avec l'Occident. C'est le temps qui prépare et je crois que l'Afrique saura se relever face à ce vide. Sur le plan purement interne au Burkina Faso, en décidant de démissionner après la dissolution de l'Assemblée nationale, la veille, Blaise Compaoré n'a-t-il pas choisi la voie du chaos? Bon, est-ce qu'il a choisi la voie du chaos? Pour ma part, je pense que le président Blaise Compaoré, je l'ai dit, il n'a pas vu venir, mais quand il a vu, il a pris la mesure rapidement de la situation. Vous avez vu, les propositions sont allées décrescendo. Il a d'abord tendu la main pour une transition. Et quand il a vu que vraiment les gens ne voulaient pas, il a donné sa démission, il a déclaré la vacance du poste. C'est peut-être tard. Bon, sans vouloir le défendre, je pense qu'il a compris, même si c'est tard, il a compris qu'il ne doit pas s'opposer à la volonté de son peuple. Il aurait pris du temps. Il aurait fait plus tôt, on aurait évité les dégâts qu'on a eus. Il aurait pris du temps, on aurait eu plus de dégâts. Donc, il a quand même évité. Selon vous, l'opposition burkinabé n'a-t-elle pas laissé échapper une occasion en or en optant pour une certaine intransigeance, malgré le discours apaisant du président Compaoré? En clair, si on veut se résumer, l'opposition burkinabé n'a-t-elle pas perdu la main au profit des militaires? Tout porte à le croire. Mais nous avons vu l'opposition burkinabé dans une position de calcul. L'opposition a calculé, mais quand vous regardez au fond, vous voyez que l'opposition aussi n'était pas prête à ce départ. Ni Compaoré, ni l'opposition politique ne s'étaient préparés à ce qui s'est passé. En tout cas, c'est ma lecture de la chose. Sinon, dans un premier temps, la clairvoyance politique exigeait quand même la prise de cette main tendue pour pouvoir finir son mandat. Cela aurait donné à notre démocratie une image un peu plus belle. Mais le peuple, je l'ai dit hier sur RFI, c'est quelque chose ce n'est pas les populations. Le peuple en politique, c'est une notion assez floue, assez vague. Et quand le peuple a décidé, le peuple n'est pas responsable. Le peuple ne prend pas de responsabilités. Donc l'opposition aurait dû, à mon avis, c'est mon point de vue, saisir cette main pour que la transition se fasse et qu'après, le président parte tranquillement, surtout qu'il l'a promis, avec l'appui de la communauté internationale, on aurait pu régler les problèmes de cette façon-là. Mais l'opposition a été dans les calculs. Et puis aujourd'hui, ils se sont réveillés un peu tard parce que les militaires sont installés.
Les militaires sont installés, ils ont les armes. Ils sont installés et ils se sont réveillés un peu tard. Ils demandent. On va voir ce que le meeting d'aujourd'hui qu'ils ont prévu, ce meeting va donner. Mais je crois qu'il faut privilégier la voie du dialogue, la voie de la discussion. Et c'est l'occasion pour la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU de prendre leurs responsabilités pour qu'on arrête cela. Sinon, l'issue, à mon avis, n'est pas encore totalement certaine. Est-ce que l'opposition burkinabé n'a pas été un peu pris de court par le comportement de l'armée qui a plutôt sympathisé avec le peuple, même s'il y a eu des batailles au niveau de la présidence du Faso? Oui, l'armée sympathisait avec le peuple. L'armée fait partie du peuple. L'armée fait partie du peuple. Je crois que l'armée a des enfants, ils ont des familles, ils font partie du peuple. Donc, une armée responsable ne devrait jamais tirer sur son peuple. Bon, on déplore ce qui s'est passé. J'ai une pensée pour les hommes. Plus de 30 même, et c'est ce qu'on nous dit officiellement. Quand on a été aux affaires, on sait souvent comment ces choses-là se passent, comment on communique. Et nous déplorons tout cela. Quand on a été aux affaires, comment on communique dans ce genre de choses, dans ce genre de cas? Vous qui avez été directrice de cabinet du tout-puissant président Kérékou. Oui, j'ai été à une école. Merci de me le rappeler souvent. C'est une école. Je crois que c'est une école et c'est le moment quand même de rendre hommage à cet homme qui n'a pas voulu s'accrocher. J'ai été à cette école-là où on ne s'accroche pas au pouvoir. Pensez-vous qu'on aura un jour un président comme le président Kérékou? On n'a jamais la même espèce. La chance que vous avez, c'est d'avoir des gens qui ont été à cette école et qui ont appris. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir été collaborateur tout simplement. Il y en a qui ont été là et qui n'ont pas appris. Donc la chance que nous avons, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont été là, qui ont appris. Vous voulez parler de Amos Elegbert quand vous dites qu'il y a des gens qui ont été là qui n'ont pas appris? Je ne veux pas nommer des gens. Je laisse le peuple voir ceux qui ont été là et qui ont appris. Et donc ceux-là qui ont appris, le peuple aura l'occasion d'aller les obliger à prendre leurs responsabilités le moment venu. Dites-nous, Madame Célestine Zanou, ce qui se passe au Burkina Faso devrait-il laisser le Bénin indifférent? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Cela doit plutôt nous inspirer à plus d'abnégation. Cela doit nous inspirer à plus de mobilisation. Cela doit nous inspirer à aller de l'avant dans la conviction et la détermination. Pour écouter le mandat du président en place? Non, non. Non, vous savez, c'est Dieu. On a l'habitude de dire, ben, je vois que c'est vrai. Avec le cas du Burkina, on a l'habitude de dire, ça peut agacer des gens, c'est Dieu qui donne. Mais quand vous dites c'est Dieu qui donne, il faut vous comporter de façon à ce que les gens vous comprennent que c'est Dieu qui vous a donné et il peut vous l'arracher à tout moment. Qui l'eût cru au Burkina? Quels peuvent être les avantages et pourquoi pas les inconvénients de la situation, donc l'impact, l'influence de la situation du Burkina sur l'actualité, la vie politique au Bénin? Les avantages et les inconvénients. Les inconvénients. Je ne vois pour le moment que des avantages. Et ce qui s'est passé au Burkina, je crois que pour notre peuple d'abord et sa jeunesse, c'est l'exemple de détermination. Quand vous êtes déterminé, c'est que vous avez pris conscience de ce que c'est vous qui avez installé les gens au pouvoir. Donc c'est l'exemple de la détermination. Pour la classe politique, c'est l'exemple de la lutte. Ils ont vu l'opposition burkinabé, quel que soit ce qu'on peut en dire aujourd'hui, elle a été persévérante. La lutte sincère, la lutte dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'avantage que nous avons. En tout cas, moi, c'est la leçon que j'ai apprise et ça me conforte dans la position que j'ai choisie et dans la façon dont je marche sur ce terrain politique. Maintenant, pour le pouvoir en place, l'avantage qu'ils ont, c'est d'avoir un exemple devant eux pour savoir qu'ils ne doivent pas pousser le bouchon trop loin et qu'ils doivent maintenant apprendre à écouter le peuple réel. Donc, voilà ce que je peux dire. Le président Kérékou le président Yahibouni doit rencontrer tout à l'heure les jeunes. On a vu un communiqué sur l'ORTB. Est-ce ça le peuple? Non, j'ai vu le communiqué, j'ai vu la bande défilante sur ORTB tout à l'heure avant de venir. Et je me suis posé la question de savoir de qui on parle. Des jeunes. Ils ont dit des jeunes. Il y a des jeunes à Cotonou, à Porto Novo, à Malanville, à Logozoré. Il y a des jeunes à Logozoré. Il y en a à Savalou, il y en a à Wessé où je suis né. Il y a des jeunes à Parakou, des jeunes à Natitengu, à Tangueta, à Malanville, à Kalale, à Dunkassa, à Tchoumi, à Boukoumbe. Il y a des jeunes à Porga, il y a des jeunes à Basila.
Il y a des jeunes à Lokossa, à Kome, à Dogbo. On appelle quels jeunes? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Et puis, je trouve que la diversion a assez duré dans notre pays. C'est tout ce que je peux vous répondre. Si vous aviez un conseil à donner au président Yaya Boni, que diriez-vous concrètement face à la situation du Burkina? Si j'ai un conseil à donner à Yaya Boni, le premier conseil que je peux donner à Yaya Boni, c'est de ne pas s'opposer à la volonté du peuple. De ne jamais s'opposer à la volonté du peuple. Je vais aussi conseiller à Yaya Boni de respecter la Constitution. Il l'a assez violée jusqu'à ce jour. Yaya Boni doit respecter la Constitution. Je voudrais aussi conseiller Yaya Boni d'arrêter ces stratégies, des stratagèmes, je dirais, qui montrent bien son objectif de réviser la Constitution. Et je voudrais lui conseiller enfin de s'exercer à écouter le peuple réel et non les courtisans. Voilà, je rappelle aux auditeurs que notre invitée ce jour, c'est Madame Célestine Zanou. Vous qui êtes à l'écoute, vous pourrez toujours nous adresser des SMS au numéro 65 00 27 27. Nous acceptons également les messages par WhatsApp au numéro 65 00 24 24 ou le 65 00 28 28. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient intervenir directement peuvent composer le 65 00 24 24 ou le 21 33 84 19 à partir de 10 heures. Madame Célestine Zanou, la marche du mercredi 22 septembre à Cotonou, il semble que vous n'étiez pas aux côtés des manifestants. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Ah, qui vous l'a dit? Je ne sais pas, je n'étais pas aux côtés. Vous n'avez peut-être pas promené vos micros, vos caméras partout. Vous savez, je vais vous répondre. Le leader, c'est celui qui montre la voie. C'est celui qui indique le chemin. Et c'est lui qui a une équipe. C'est ça le leader. Et je suis membre de cette plateforme. Je me souviens que c'est au sortir d'une émission sur Soleil qu'on m'a dit. J'ai parlé de concertation, vous vous souvenez? Je disais à cette émission que la classe politique se concertait. Et c'est après cette émission qu'il y a eu cette idée. Ce n'est pas un secret que je vous livre, mais c'est comme ça que les choses ont été. Donc nous sommes concertés et je suis membre de cette plateforme qui a mis en place 2 comités pour travailler, 2 comités pour réfléchir. Mes collaborateurs étaient dans ces comités-là pour travailler. Et c'est le travail, le fruit de la réflexion de ces comités. La marche fait partie donc du fruit. Des fruits de la réflexion de ces 2 comités. Donc, ma présence à ce niveau d'analyse déjà, c'est l'essentiel. Ma présence, c'est la plus importante à ce niveau-là. Si je n'étais pas là, on peut dire que je n'ai pas été là. J'ai été au niveau où la décision a été prise, au niveau où la programmation a été faite. Ceci dit, si vous aviez bien promené vos micros et vos caméras, vous aurez vu la banderole de la dynamique du changement pour un Bénin debout. Oui, on a vu la banderole. Avec un message philosophique. Moi, je n'étais pas là pour insulter quelqu'un. Je n'étais pas là pour déblatérer sur quelqu'un. Et je pense qu'ils étaient là avec leur banderole ils étaient disciplinés, ils avaient leur foulard rose, qui est le signe de la couleur de notre mouvement. Donc, Monsieur Blaise, j'étais bien là. La récupération ne fait pas partie de mon schéma. Le m'as-tu vu ne fait pas partie de mon schéma. Il faut travailler à fond et je travaille à fond. Il y a un auditeur qui vous pose une question. Il dit qu'il est au 97, 89, 81, 42. Il dit on ne devrait pas laisser partir Blaise Compaoré et sa femme. Les laisser partir, c'est encourager la dictature dans nos pays. Est-ce que vous pensez la même chose, madame? Qu'on ne devrait pas laisser partir Blaise Compaoré et sa femme. Je ne peux pas parler en lieu et place du peuple burkinabé. Blaise Compaoré n'est pas parti du Bénin. Donc, je pense que nous laissons chaque peuple décider. Le peuple, s'il est parti, les gens étaient en place, les nouvelles autorités qui se mettaient en place, ou celles qui prétendaient au fauteuil sont là. Donc, c'est pas à moi de... Vu votre implication au plan international, pensez-vous que Blaise Compaoré va s'en tirer va s'en tirer en si bon compte?
avec l'assassinat d'un journaliste. Vous venez de parler de vide. Ça veut dire que l'homme a été formé. Personne n'est bon à 100%. Quand vous prenez un homme du cheveu jusqu'aux orteils, il y a des défauts. Voyons en comparer ce qui est bon et que nous pouvons avoir. Si la nature, si le Créateur a voulu qu'il soit hors de danger aujourd'hui, qu'il ne soit pas passé de l'autre côté, c'est que, bon, il a des comptes à rendre, il aura des comptes à rendre, mais nous aurons aussi à tirer de lui, certainement. En tout cas, c'est mon point de vue. Nous allons revenir à l'actualité nationale. Nous parlions de la marche du 29. Il paraît qu'elle a été un succès total. Vous nous le direz. Mais le gouvernement a également immédiatement réagi. Il y a eu un conseil extraordinaire des ministres. Et puis hier, pas plus tard qu'hier, il y a eu des arrangements entre le gouvernement et les organes en charge de la préparation de la LEPI. Alors, selon vous, la marche, un succès, ok, mais après, où en sommes-nous? Où allons-nous? Et à quand les élections, selon vous? Oui, la marche, ok, mais et après? Je crois que lorsqu'on ne pense pas bien l'action, on est à court d'idées. C'est une action que nous avons programmée et c'est le moment de dire peut-être que nous devons nous retrouver pour évaluer l'action. Donc la marche et après, je crois que c'est ce que je peux vous dire. Nous allons évaluer l'action. Et c'est une série, hein. Nous allons nous revoir, évaluer l'action. Maintenant, vous demandez où en sommes-nous. Bon. Peut-être on peut dire que il y a les fruits, puisque le gouvernement, COS-LEPI, Sénat, tout ça, ils sont rencontrés. Il y a un début de solution. Vous pouvez dire que vous avez atteint une partie de vos objectifs? Paraît-il qu'il ne faut pas en parler. Moi, je ne sais pas. Il y a eu communiqué, on dit qu'il ne faut pas en parler. Je ne sais pas par quelle alchimie nous allons éviter. Je ne sais pas par quelle alchimie nous allons éviter cette question. Bon, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir ici ce matin. J'ai dit, bon, est-ce qu'on va dans une radio, l'actualité est là, mais finalement, j'ai dit on ne peut pas m'opposer un communiqué. Je pense que le président de la HAC s'est mal exprimé. J'ai la chance d'avoir quand même un ancien membre de la HAC qui a été vraiment... C'est les dérives qui ont été plutôt pas bien cernées. Enfin, ce qui était demandé, c'est plus la responsabilité des journalistes que l'interdiction totale de relayer. Parce que vous êtes des acteurs politiques, vous intervenez. Et quand vous produisez l'information, les organes ont le devoir de les relayer, mais de manière responsable. Et le président de la HAC a eu le mérite de préciser après que c'est surtout aux politiciens qui s'adressaient, les membres de COS-LEPI qui se livraient une guerre par presse interposée. Il appelait à un peu plus de responsabilité, mais lui-même savait qu'il ne peut jamais interdire ça. Mais si c'est ça, c'est ce que j'appelle l'organisation. Si c'est ça, vous les appelez, vous discutez avec eux, mais vous ne sortez pas un communiqué où on ne comprend rien et on se dit, bon, on ne parle pas d'élections, on ne parle plus d'élections. À quand les élections, moi, je ne sais pas s'ils m'étaient permis de décider, je l'aurais fait depuis. S'il m'était permis de décider, j'aurais organisé les élections depuis à bonne date. Est-ce que vous pensez que la concertation d'hier, est-ce que vous pensez que le fait de créer un comité, de réunir tous les organes, de faire rallonge de 3 milliards au COS-LEPI, est-ce que vous voyez pas que on va dans la bonne direction? Non, il y a une question de fond. Je crois que on a sur les enjoliveurs là. Il y a un problème de fond. Où est la liste 2011? Première question. Deuxième question, qu'a-t-on fait? Qu'appelle-t-on audit participatif et comment est-ce qu'on est en train de conduire? Troisième question, le code électoral, les incongruités qui sont dans le code électoral et qui tendent à prendre le COS-LEPI animé par des députés, c'est cette incongruité-là qui tendent à prendre le COS-LEPI comme une structure permanente. C'est un Sénat bis. Ce n'est pas possible. Donc, il y a cette question de fond-là. Le problème n'est pas un problème de milliards, moi je pense. Les milliards, on ne sait pas où ça passe. Vous avez entendu quelqu'un à sa conférence de presse dire comment on règle ces questions-là. Et le problème est ailleurs. Et tant qu'on ne va pas s'attaquer à ces questions de fond, nous n'allons pas organiser les élections. Or, il nous faut aller aux élections. Et avec une liste. On n'organise pas une élection sans liste. Je ne sais pas comment on va... Si vous parlez d'incongruité des textes, là vous parlez de l'Assemblée nationale. Mais c'est tout le monde, la responsabilité est partagée. Moi, je ne m'attaque pas
au chef de l'État. Je pense que le code électoral a des incongruités. Allez lire les articles 329, 300. Allez lire les articles, vous verrez. J'ai échangé récemment quand même avec quelqu'un du système, et pas des moindres, et qui a reconnu qu'il y a des incongruités. Je lui ai dit, mais vous étiez où quand ça passait? Vous étiez où? Il a dit, oui, madame, je reconnais l'État a une continuité, mais le code électoral contient des incongruités. Il y a une question des auditeurs. S'il a dit Mme Zanou, je voudrais demander à Mme Zanou ce que Yahi Boni a fait de bien durant tout son mandat et qui profite aux Béninois. C'est une question rouge. Non, c'est pas une question rouge, Yahi Boni. Ce qu'il a fait, c'est d'être béninois président. On aurait pu avoir, comme ailleurs, des étrangers présidents. Donc, au moins ça, il est béninois. Et il est venu, il a montré ce dont il est capable. Et je ne suis pas là pour distribuer des points aux gens, ce que quelqu'un a fait de bon, quelqu'un a fait de mauvais. La vie, j'ai coutume de dire, il y a des balbutiements. Quand vous mettez un enfant au monde, il titube avant de marcher. Normalement, il marche d'abord à 4 pattes, il commence à marcher sur ses 2 pieds, il tombe, il se relève. Donc, prenez ça comme ça, ne personnalisons pas les débats. Oui, mais donc nous sommes dans est-ce que notre niveau de démocratie permet aujourd'hui qu'on prenne un président qui va d'abord faire ses premiers pas avant de s'adapter? Ça veut dire qu'on a perdu 10 ans à s'adapter? Oui, 10 ans, c'est beaucoup, mais parfois c'est rien aussi. S'il faut perdre 10 ans pour pouvoir comprendre l'essentiel, c'est que le peuple béninois comprenne maintenant qu'on doit choisir. C'est le peuple qui va vous chercher maintenant. Ce n'est plus, il faut que le pouvoir rentre dans cette dynamique-là, où on va vous chercher pour dire vous devez. Ce n'est plus je peux, je veux. Nous avons compris maintenant que les je peux, je veux ne conduisent nulle part. Est-ce que Madame Célestine peut? Madame Célestine Zanou peut? C'est pas à moi de dire, c'est au peuple de dire. Si Charles Toko dit Célestine Zanou doit, mais je suis pas attendre. Là, nous allons de façon collégiale. Parce que le pouvoir, c'est pas quelque chose que vous allez exercer seul. Si le peuple dit Célestine Zanou doit, ben Célestine Zanou se lève et le peuple est avec elle. Alors, Madame Célestine Zanou, si vous aviez la responsabilité de la gestion de l'État, comment allez-vous vous prendre pour que les élections se déroulent à la satisfaction de tous? Si j'avais la gestion, la responsabilité de ce pays. Si vous étiez à la place de Yahi Boni. Ah, ok. Comment j'allais me prendre pour que les élections se déroulent à la satisfaction de tous? Bon, je vais d'abord respecter la Constitution. Parce que dès que vous êtes élu, c'est votre bréviaire. La Bible, Dieu, les bondieuseries ne doivent plus être votre tasse de café ou tasse de thé. C'est la Constitution qui devient votre tasse de thé, votre tasse de café. Donc, je vais respecter la Constitution avec la reconnaissance de l'opposition. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Qu'il y a en face de moi des gens qui ne sont pas aux affaires, qui s'expriment et qui certainement me font des propositions. Je vais aussi programmer dans le budget les ressources nécessaires pour organiser les élections. Parce qu'une élection ne doit jamais nous surprendre. J'ai l'impression aujourd'hui que nous sommes surpris. Ce pouvoir est chaque fois surpris par les élections et maintenant ils ont montré qu'ils sont surpris. Donc je vais faire jouer à chacun son rôle et non mélanger au point de perdre les pédales comme on est en train de le faire aujourd'hui avec les communales reléguées au second plan. On prend une loi, il y a des maires qui disent bon on soutient, ils sont d'accord, après on revient, on dit nous mélangeons les pédales. Et moi je n'aurais pas fait ça si j'étais chef de l'État. Madame Zanou, c'est le pouvoir qui est surpris ou c'est toute la classe politique? Depuis 2011 quand même, tout le monde savait que la LEPI devrait être reprise, s'il vous plaît. Ah, tout le monde a commencé par Célestine Zanou en 2011. Voilà. Je crois que j'ai fait un séminaire en janvier 2011 avec mes collaborateurs pour conclure à l'impasse politico-institutionnelle dans laquelle on s'était retrouvés. J'en ai parlé avec les acteurs politiques. Je suis allé voir le président Yahi Boni. J'ai eu des heures d'entretien avec lui pour lui dire qu'il ne fallait pas. Nous n'avons pas de LEPI. Il n'a pas voulu me comprendre. Les turiféraires qu'il encouturait étaient derrière le mur et lui disaient certainement de ne pas m'écouter. Il n'a pas écouté. Et puis, il est allé aux élections. Nous sommes allés aux élections. C'est là où je dis non, moi je ne me présente pas à cette élection où on savait les jeux pipés d'avance. Tout était fait. J'ai dit à Yahi, même si je ne gagne pas, je dois faire mieux. Sinon, à quoi j'ai servi sur le terrain tout le temps?
Je ne suis plus repartie à l'extérieur, je suis restée là, j'ai travaillé. Et si je vais aux élections, si je ne gagne pas, au moins je fais mieux. Mais il n'y a pas de liste électorale, je fais quoi? Vous allez rester dans votre salon et décider du pourcentage que Dossou Robert allait me donner. C'est ce qui va se passer et c'est ce qui s'est passé. Donc aucun candidat sérieux ne devait aller à cette élection de 2011. Si nous avions eu cette posture, je crois que Yahi aurait pris conscience tôt. Nous lui avons donné une caution. Nous avons validé la LEPI aux yeux de la communauté internationale qui y a mis beaucoup de moyens financiers. Et vous voulez quoi maintenant? Donc, je pense que la responsabilité est partagée. Cette LEPI, elle n'a jamais existé. J'étais très heureuse d'entendre le président du COS LEPI dire que la LEPI de 2011 n'a jamais existé. Selon le conseil des ministres du 27 octobre, le chef de l'État et son gouvernement manifestent la volonté d'aller au dialogue avec l'ensemble des acteurs de la classe politique. Êtes-vous prête, madame, pour le dialogue? Si je suis prête? Oui. Mais moi, j'étais prête depuis. Je crois que Célétine Zanoa était à l'origine, il faut le dire, de cette idée de dialogue. Si vous vous souvenez, j'ai même fait une conférence de presse. C'est vrai, ça fait un bon bout En de temps, 2009, j'ai effectivement. discuté avec le président Boni Yahi, j'ai parlé du dialogue. Mais la presse a dit, eh oui, elle veut aller au gouvernement, c'est ça. Il ne coûte pas. Il ne coûte pas quelque part, peut-être. Je ne veux pas dire que vous taper sur les doigts, c'est une bonne chose, mais il faut qu'on vous rappelle aussi les choses de temps en temps. Bref, j'ai dit en 2009 déjà, et je me souviens avoir proposé au président Yahi Boni, les correspondants sont là, je lui ai proposé de saisir l'occasion des 20 ans de la conférence nationale pour qu'on aille à un dialogue national. Il m'a demandé d'y réfléchir, j'y ai réfléchi, jusqu'à lui proposer le projet de décret qui créait la Commission nationale pour le dialogue. Donc moi, je suis prête depuis. Je suis déjà sur les lieux du dialogue. C'est heureux que le chef se décide maintenant. S'il vient sur les lieux, je suis déjà là et je l'attends. Je suis là avant lui et je l'attends. Nous rappelons aux auditeurs que, à raison d'une panne technique, ils ne pourront plus nous envoyer des SMS, mais à partir de 10 heures, ils peuvent nous appeler directement au 65 00 24 24 ou le 21 33 84 19. Nous allons permettre à Madame Célestine Zanou de souffler un tout petit peu en musique. Merci. Imbécile ne change pas, j'insiste, je persiste et je signe. Eh bien, bonjour madame, une fois rebonjour madame. Il y a les femmes du groupe de presse Le Matinal qui ont concocté une série de questions pour vous. Nous allons vous donner 10 minutes pour répondre à toutes ces questions. C'est une dizaine de questions. C'est la tradition ici? Non, spécialement pour vous. C'est la touche féminine. C'est la touche féminine. Ah, ok, d'accord. J'espère que c'est de bonnes questions. En tout cas, madame. Alors bonjour madame Célestine Zanou. Bonjour madame. Vous êtes très belle, on vous l'a dit déjà. Oui, on l'a dit. Et nous aussi, nous sommes... Non, permettez-moi de le redire. Et nous-mêmes, nous sommes très beaux. Si une femme le dit, c'est que ça vient du fond de son cœur. Voilà. Alors, la toute première question, c'est, vous allez nous dire, qu'est-ce qu'une femme peut chercher en politique? Qu'est-ce qu'une femme peut chercher en politique? Ah, la politique... c'est la gestion des affaires de la cité, c'est le gouvernement des sociétés. Et là, ce n'est pas une affaire de sexe, hein. C'est une affaire d'engagement politique, c'est une affaire d'engagement, de conviction et de devoir. Vous avez dit déjà tout à l'heure que la tradition africaine ne permet pas certaines choses en matière politique, notamment la conception du pouvoir. Non, j'ai dit la conception féodale. Féodale du pouvoir. Les gens ont une conception féodale du pouvoir, mais c'est pas la femme. Hein. On a eu des femmes qui ont dirigé. On a eu des femmes à aller demander au royaume d'Abomey si une femme n'a pas pris et dirigé les rênes de ce pouvoir pendant un temps. L'histoire va ressusciter tout cela. Mais à ma sœur qui me pose la question, je vais lui répondre, c'est une question d'engagement, de conviction et de devoir. Et quand on parle de devoir, il est le même pour les hommes que pour les femmes. Vous êtes les premières à réclamer dans la Constitution que vous êtes égaux.
avec les hommes, oui ou non? Bon, à partir du moment où vous êtes égaux, les mêmes devoirs appellent les mêmes droits que vous appellent les mêmes devoirs. Donc, ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire d'engagement. Si je dois reposer la question autrement, quelle devrait être la place de la femme dans la politique? Parce que on voit de nos jours certaines femmes qui se posent devant les écrans de télévision et nous disent nous allons chercher notre part de gâteau. Nous voulons rester dans les chaînes de production. C'est déjà les femmes bulldozers ou c'est quelle sorte les femmes leaders de la mouvance. Ah, d'accord. Ah bon. Moi, Est-ce que vous avez déjà eu votre part de gâteau, Madame Zanou? Vous avez quand même été directrice de cabinet. C'est pas une affaire de gâteau, c'est du travail. Si les gens pouvaient savoir ce que c'est qu'être aux affaires, ils ne vont même pas se presser. Il faut se préparer, il faut avoir les épaules solides et il faut avoir la tête pleine. Il faut avoir la tête pleine pour arriver là. J'ai été dans l'antichambre du pouvoir, donc j'ai été quelque peu au pouvoir. Et je sais de quoi je parle. C'est du boulot, c'est pas la danse, c'est pas les belles robes, c'est pas à parler blablabla. J'ai entendu des femmes parler blablabla et je me suis demandé si demain elles peuvent répéter. Quand tu es là, ce que tu as dit aujourd'hui, tu dois pouvoir le répéter demain, après-demain, 10 ans après. On doit t'opposer ça et tu dois pouvoir te défendre. Donc, je pense qu'il y a un amalgame. Il y a un amalgame et les femmes doivent comprendre que ce qui fait notre force, c'est nos convictions, notre détermination, nos idées pour le développement et non dans le folklore. Quand on parle de cuillère et de louche, vous ne voyez pas que ceux qui disent prendre leur part ont raison? Bon, moi, je ne suis pas dans cette logique de cuillère. Et vous êtes bien placé, monsieur Agapi Napoléon, qui, depuis 96, on se côtoie. Et que vous avez fait une belle chronique, je me souviens, en 2001, et vous savez que je ne suis pas dans la logique de part du gâteau. Puisqu'au moment où les gens se battaient pour le gâteau, comme on a l'habitude de dire, c'est en ce moment-là que je suis partie et vous avez écrit en 2001 une très belle phrase. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Elle démissionne au moment... Vous êtes quand même 52%. La preuve, vous voyez la guéguerre qu'il y a et qui vous fait... poser des questions comme celles que vous posez là, la guéguerre actuelle entre les anciennes, les nouvelles, voilà, bon, je ne veux pas les nommer. Celles qui veulent manger, celles qui ont encore faim. Voilà, celles qui disent, si tu es en politique et que tu es sur l'orbite du développement, on ne parle pas comme ça. On ne dit pas ça. Et j'ai assez développé cette idée dans la tribune qui est sortie sur la guerre des femmes n'aura pas lieu. J'ai décortiqué la question en parlant des micro-crédits, de la nomination des femmes et de leur instrumentalisation. Donc, elles ne sont pas représentées. La cause est à rechercher à leur niveau. Et dites-nous, est-ce que vous prônez la parité, l'égalité entre l'homme et la femme? Non, non, pas du tout. Depuis des années, je suis contre ce mot de parité-là. Je suis contre ça parce que la parité ne met pas en avant le mérite. Ce que doit mettre en avant, c'est l'action. C'est l'action qui donne la parité. C'est le savoir-faire, c'est le savoir-être qui donne la parité. Sinon, vous allez mettre de côté le mérite. On dit the right man on the right place. The right woman on the right place. Donc, si vous décrétez la parité, ça va vous desservir. Et je ne suis pas dans cette logique. Voilà, vous êtes une femme dure de caractère, surtout dans vos prises de décision. Peut-on dire que Célestine Zanou est aussi dure sur le plan sentimental? Vous voulez savoir si je suis dure sur le plan sentimental? Voilà. Je ne sais pas, c'est mon partenaire seul qui pourrait vous répondre à cette question. C'est lui qui peut vous dire, mais bon, je vais répondre à votre question. Heureusement non. Heureusement non, parce que, vous savez, on est dur, pourquoi? C'est la gestion du bien public qui exige rigueur. Quand vous gérez les biens publics, c'est la rigueur. J'ai entendu des termes comme reddition de comptes, machin. Si les gens comprenaient ce que ça contenait, ils allaient s'imposer une certaine rigueur. Donc, ma dureté que vous stigmatisez là, c'est lié essentiellement à la gestion des affaires publiques. Heureusement, quand je suis à la maison, je me comporte autrement. Vous devenez femme. Non, c'est pas que je deviens femme. Je deviens l'être qui seconde quelqu'un et qui joue son rôle normalement. Dites-nous, qu'est-ce que vous appréciez chez votre homme? Vous pouvez nous livrer ce petit secret-là. Qu'est-ce que j'apprécie chez votre homme, oui.
Ou chez un homme en général? Qu'est-ce que vous appréciez chez un homme en général? Bon, parce que je me suis dit, est-ce que je livre des secrets de maison chez un homme en général, quoi. Quand vous... Bon, un homme en général. Ça lui permettra de savoir. Ben, il le sait, sinon, il le sait. Bon, il le sait. Il le sait, sinon il ne serait pas là. Donc, ce que j'apprécie, c'est la droiture. La droiture, la douceur, la tendresse, c'est le plus important parce que sur le plan professionnel, je suis déjà confrontée à la grande rigueur. Et quand je reviens chez moi, j'aimerais retrouver un cocon de tendresse et de douceur. C'est ce que j'apprécie. Voilà, et qu'est-ce qui vous ferait quitter un homme sans hésitation un jour? Ah, sans hésitation, c'est la trahison. C'est la haute trahison. C'est une question d'éthique et d'hygiène de vie. La haute trahison me ferait partie sans... Et le respect de la parole donnée. On peut tolérer les petits écarts. On peut, parce que ça fait partie de la vie. On tolère des écarts. Ça, c'est normal. La femme est faite pour ça. Oui, mais quand vous dites trahison, est-ce que vous viviez dans un couple, non, dans un foyer polygame? Non, si vous avez fait le choix de vivre dans un foyer polygame, c'est que vous un bon Africain. Bon. Non, ça veut dire que vous avez mûri votre décision avant d'y aller. Si vous avez mûri votre décision avant d'y aller, donc ça, c'est pas une trahison. Vivre, c'est un choix que quelqu'un a fait. Si quelqu'un fait ce choix, mais la personne a dû mûrir son choix. Et si le président Yahya Boni arrivait à vous faire la cour un jour, diriez-vous oui? Quel cours? Quel cours? La cour politique peut-être. Non, si c'est cela, la République le permet. Si c'est la cour politique, la République le permet. En politique, le chef a besoin d'un acteur. S'il a besoin d'un acteur, il lui fait appel. C'est à l'acteur d'étudier les conditions. Si les conditions sont réunies, vous acceptez. La cour politique, oui. Alors, vous pouvez nous dire quel est votre secret pour rester toujours aussi belle? Belle? Vous savez, madame, la beauté, c'est d'abord à l'intérieur. La beauté, c'est le cœur. Est-ce que vous êtes rentré dans mon cœur pour savoir si la beauté est là? C'est le plus important. Parce que ce qui est visible n'est rien à côté de l'invisible. Vous voyez? Donc, de ce point de vue-là... Est-ce que vous êtes belle côté cœur? Dans votre cœur, vous êtes belle, madame. C'est aux autres qui m'ont approché de le dire. J'ai nommé Agapi tout à l'heure, vous aussi, ça fait tant d'années qu'on se connaît. Oui. Il y a plein d'autres gens. Je crois qu'il y a certaines personnes qui peuvent témoigner et le dire. Je l'ai dit tout à l'heure, on a nos défauts et nos choses. Mais retenez seulement, madame, retenez seulement que c'est la nature. Je peux vous assurer que vous êtes aussi belle physiquement qu'intérieurement. Donc, c'est la nature. Quand vous êtes en harmonie avec la nature, vous restez vous-même. Vous ne vous affublez pas d'enjoliveurs. Et puis bon, il faut aussi reconnaître que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné une certaine éducation. Et c'est tout ça qui explique la beauté. Merci. Merci à vous. Voilà, je rappelle aux auditeurs que à partir de 10h, vous pouvez composer le 65 00 24 24 ou le 21 33 84 19. Une question, Madame Célestine Zanou. Parlons à présent de vous. Vous aviez été candidate à l'élection présidentielle de 2006. Vous avez soutenu alors le président Yahi au second tour. Puis il y a eu des supputations sur vos prétentions ministérielles ou africaines. Quand a-t-il été réellement? Ça c'est un devoir de mémoire. Je n'ai pas soutenu au second tour. Je n'ai pas fait appel à voter au second tour. Si c'est ce que vous voulez dire, je ne l'ai pas fait. Maintenant... Pourquoi? On ne va pas remuer le couteau dans la plaie, on ne peut pas dire on aimerait savoir pour des générations futures. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire semble vous donner raison. Alors dites-nous, est-ce que c'est votre instinct féminin? Non, c'est pas l'instinct féminin. J'ai eu la chance d'exercer à des niveaux de responsabilité où je sais ce que être chef d'État. Je sais ce que ça demande. J'ai eu la chance, quand j'étais à ce niveau de responsabilité, de travailler, d'être membre du conseil d'administration de la BOAD et donc d'approcher de près le président Boni Yahi. Donc, je connaissais un peu l'homme. Je le connaissais un peu et je me suis dit, je me souviens lui avoir dit, c'est pas simple, hein. C'est pas simple diriger un pays. Et certains se trompent. Donc,
je le connaissais et c'est la connaissance que j'avais de l'homme qui a fait que j'ai eu cette retenue. Heureusement, l'histoire me donne raison, comme vous dites. Mais bon, comme je l'ai dit, on avance. Ça dit que vous pensiez qu'il n'était pas capable de diriger le pays? Pour la fonction présidentielle, il faut être préparé d'une certaine façon. Il ne s'agit pas d'avoir serré la main des chefs d'État pour prétendre être président de la République. Après 10 ans, 11 ans, la BOAD, il avait quand même... Il n'a pas été dans l'antichambre du pouvoir. Le pouvoir, c'est autre chose. À 10 ans, la BOAD, je l'ai dit, excusez-moi, au gouverneur de la BCAO d'alors, Charles Konabani, je lui ai dit la même chose. Non, il ne suffit pas d'avoir occupé ces fonctions-là pour dire qu'on peut diriger un État. Le peuple béninois, les Africains doivent maintenant comprendre. Ils doivent comprendre que pour arriver au pouvoir, ce n'est pas le fait d'avoir occupé ces institutions-là. Il y en a qui ont été, mais qui ont eu la chance après de revenir dans des gouvernements et qui ont travaillé. Ceux-là encore, ils peuvent prétendre. Parce que le pouvoir, ce n'est pas être à la tête. Non, on vous fera des confidences qui vont vous faire tomber à la renverse. Oui. Moi, je pense que je vais revenir à la question du monsieur de Blaise, qui parle des prétentions. Bon, ce n'est pas une supputation, ce n'est pas une affaire de supputation. Je l'ai dit tout à l'heure, quand elle parlait de faire la cour, on vous fait appel. Quand on vous fait appel, vous voyez si les conditions sont réunies. C'est vrai, le président Yahya Boni a parlé d'un poste à l'Union africaine, mais je me souviens avoir décliné l'offre parce qu'en ce moment-là, étant rentré pour m'impliquer dans la vie politique de mon pays, mon objectif n'était plus d'aller à l'extérieur. Donc quand il m'a appelé, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc ce n'est pas une affaire de supputation. Il l'a fait, j'ai décliné l'offre. Et donc pour ma part, je devais rester là et je devais aussi assumer ma part de combat sur le terrain. Madame, il y a une question que les gens ne posent souvent pas. Tout le monde apprécie le président Kérékou. Vous avez été sa directrice de cabinet. 4 ans durant. 4 ans durant. Ouais. Quelles sont les qualités du président Mathieu Kérékou qui font qu'aujourd'hui, il est admiré de tous les Béninois sans exception? Vous savez, on a coutume de dire qu'on ne se rend compte de l'utilité des faits que lorsque vient le moment de s'asseoir. C'est heureux que les gens s'en rendent compte. Mais il faut qu'ils retiennent avant tout, ne personnalisons pas la chose. Retenez que pour être homme d'État, il faut être un homme de cœur. Il faut avoir un cœur où les 10 millions de personnes que nous sommes, les 10 millions auront une place. C'est pas facile. Il ne faut pas avoir des siens, les leurs. Oui, il ne faut pas avoir les leurs, les nous. Non, je suis là pour tout le monde. Et ça, ce président nous a donné, qu'on le veuille ou non, cet exemple. C'est pas toujours facile, c'est une gymnastique permanente. Mais il faut réussir chaque fois à faire l'équilibre et retomber sur ses pieds. Moi, je ne serais jamais devenue directrice de cabinet de Kérékou s'il était dans la logique qu'on connaît maintenant. Il ne m'a jamais demandé d'aller remercier qui que ce soit. Il n'a jamais demandé d'aller chanter, d'aller faire... Jamais. C'est les compétences. Vous devez être chasseur de tête quand vous êtes à ce niveau-là. Et non chasseur de médiocre que vous allez mettre sous votre coupe et manipuler comme vous voulez, à vos ordres. Donc, je crois que c'est l'homme de cœur que nous avons eu. Malgré tout ce qu'on peut lui dire, il était un homme de cœur. Et si vous deviez reprendre l'expérience? Quelle expérience? De redevenir sa directrice de cabinet. Mais il n'est plus à mesure d'assurer ces fonctions-là. Le président est fatigué. Oui, le président est fatigué. Je crois qu'il faut qu'on le laisse et qu'on arrête même de prononcer chaque fois son nom. Rendons-lui hommage, tout simplement. Peut-être que dans 10 ans, on dirait la même chose. Il y a microcrédit, et enseignement gratuit. Non, c'est pas ça. Nous aurons, si vous voulez, nous aurons le temps de faire le débat. Hier ou avant-hier, j'en discutais avec des gens. C'est une erreur de dire gratuité de la césarienne. Le médecin qui a fait l'opération, la sage-femme, est payée. La femme ne va pas faire sa césarienne seule. Il y a un médecin. La salle où vous êtes allé accoucher, tout ça là a un coût. Donc on vous donne un kit pour les médicaments, ça c'est pas de la gratuité. Il faut qu'en utilisant certains termes, les gens comprennent très bien ce que cela renferme. Donc ça a été une erreur. Donc demain, dans 10 ans, dans 20 ans, M. Agapi, quand on va en parler, on dira que ça a été une erreur. Tout comme le microcrédit a été un coup politique électoraliste pour diviser les femmes. Donc dans 10 ans, dans 20 ans, on dira la même chose. J'attends seulement qu'on ait un audit, quelqu'un d'impartial et de non partisan pour nous faire ces bilans-là. Gratuité de l'école. Non. On nous dit que la microfinance est 100% remboursée. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette expression? J'attends qu'un jour, quelqu'un
d'impartial, de non-partisans nous fasse un bilan et vous verrez que c'est une fumée, c'est une faillite économique. Et les gens sont là, vous voyez comment les femmes prennent les esplanades, danser, chanter. Non, on ne peut pas vouloir sortir les femmes de l'informel en leur donnant 30 000 et on les plonge dans l'informel. J'ai été scandalisé qu'un économiste, le président est un économiste, quelqu'un qui a quand même un certain niveau et qui doit comprendre que nos économies doivent être sorties de l'informel. Toutes les conférences internationales auxquelles nous participons, c'est cela qu'on nous demande. Et c'est à ça que l'Afrique doit s'atteler. Sortir les gens de l'informel. Aujourd'hui, on leur donne 30 000, on les maintient dans l'informel. Et donc, c'est l'État qui maintient encore les gens dans l'informel. Elle n'avait pas mieux. Non, mais il faut mettre en place, il faut réfléchir à la chose. Il y a eu des programmes d'appui aux femmes. J'étais avec le président Soglo il y a 48 heures, nous avons discuté des heures. Il y a eu, depuis sous le président Soglo et bien avant, il y a eu des programmes d'appui aux femmes. Mais cela se fait de façon à ce que nous ayons progressivement des structures officielles qui prennent ces femmes-là en charge. Les PAPME sont nés comment? Les institutions de microfinance sont nées comment? L'État doit mettre l'argent là-bas. Les femmes iront faire des prêts, elles vont apprendre à constituer des dossiers, à avoir le sens du devoir, l'obligation de rembourser. Et non être dans une logique électoraliste politique qui leur demande de s'habiller pour venir applaudir. J'ai entendu le ministre de la République dire qu'elles sont bien habillées depuis qu'elles prennent 30 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez l'argent pour vous habiller. Ça veut dire que vous prenez l'argent pour vous acheter les foulards et être à même d'aller applaudir la personne. Non, on est en train de les maintenir dans l'informel. Et ça, c'est un débat que je souhaite qu'on fasse le moment venu. Madame Zanon, vous avez dit que vous avez décliné l'offre africaine, mais si vous aviez été proposé pour occuper un portefeuille ministériel, sans doute vous l'auriez accepté. Peut-être que vous seriez une des défenseurs, peut-être que vous auriez fait marcher les femmes de Logos également, pour remercier le chef de l'État d'avoir pensé à une digne fille de la localité. C'est vrai ça, c'est vrai ce que vous dites. J'ai dit peut-être. Ah bon. Rassurez-vous. La démission sert à quoi? Non, je crois que je viens de donner l'exemple. C'est pas parce qu'on vous a appelé pour un poste que vous allez devenir. Non, nous avons tout jeté par terre. Nous avons tout dévoyé dans notre pays. C'est ce que vous dites, allez voir les oreilles pour dire, j'ai été directeur de cabinet, je suis jamais allé là-bas pour leur dire, voilà l'homme qui a fait. Non, on vous appelle aux affaires, vous venez aux affaires, vous faites ce que vous avez à faire. Et j'ai coutume de dire, si on vous appelle, vous n'êtes plus d'accord avec le chef, vous donnez votre démission. La démission est la meilleure porte de sortie pour quelqu'un qui ne s'entend pas, qui n'est pas d'accord sur les questions de principe avec le chef. C'est une question d'éthique et d'hygiène de vie, comme je viens de dire tout à l'heure. Quand vous dites nous avons dévoyé tout dans notre pays, mais là c'est fait économie de qualificatif. Donc vous êtes aussi vous dedans ou bien c'est pas le gouvernement? Ah non, pas moi, le pouvoir en place, le régime qui est venu à tout dévoyer, c'est pas moi du tout, parce que la culture, la démission doit rentrer dans la culture. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Mais aujourd'hui vous partez, on vous crée tellement d'ennuis, vous ne vous entendez pas avec le chef, si bien que il y a des gens qui sont là, mais ils ne sont pas convaincus et c'est ça qui est grave pour le chef. Je ne sais pas si au Burkina le chef ne s'est pas retrouvé seul à un moment donné, puisque j'ai dit hier sur RFI, il a dû prendre sa décision seul. Vous êtes là avec des gens, ils ne sont pas avec vous, et puis après, quand ça crache vraiment, vous ne trouvez plus personne. Je ne souhaite pas ça pour notre président. Le Premier ministre Koubaki a exprimé son ambition de ne plus continuer. Après combien d'années? Non, ça, il ne faut pas dire. Après combien d'années? Il a exprimé son... On ne peut pas rentrer dans un système, ça aussi c'est un débat que nous allons faire. On ne peut pas rentrer dans un système après 8 ans et dire que, bon, moi je ne sais pas s'il l'a dit. Je sais qu'on a remanié et puis il est parti du gouvernement. Merci Madame Célestine Zanon, il est 10h00 à notre montre. Un auditeur en ligne? Oui, bonjour le plateau. Bonjour monsieur. Herman Metton de Védoka. Bonjour Herman. Oui, d'abord je salue les dinosaures de la presse, Charles Tokor, Maporika, et je remercie particulièrement Charles Tokor qui a renouvelé. Je n'apprécie pas particulièrement le mot dinosaure, c'est comme si tu nous mettais dans un musée là. Les de la presse béninoise. D'accord. Madame Zanon, bonjour. Madame Zanon. Monsieur Herman Metton. Merci, j'ai 3 questions. La première. La première, oui, monsieur Herman. Est-ce que, bon, vous avez déjà répondu en partie, hein, est-ce que le président Blaise Compaoré n'a pas trouvé mieux? Normalement, on devait lui avoir collé plus que... Il ne mérite pas la CPI selon vous. Deuxième question. Quel chef d'État africain peut prendre comme référence, par exemple,
pour bien gouverner. Parce que j'ai l'impression que l'exemple de Gbagbo, de Tandia, de Wade, les gens ne suivent pas ça et c'est peut-être Robert Mugabe qui les inspire. Enfin, pour terminer, est-ce que la situation au Bénin sociopolitique est si grave au point où il faut s'en inquiéter? Et ceux qui disent hier, Yaïboni était papa bonheur, aujourd'hui disent papa malheur. D'autres disent on regrette. Est-ce normal? Est-ce que ceux-là peuvent continuer à être des exemples pour la jeunesse béninoise? C'était Herman Metton. Je vous souhaite une excellente journée dominicale. Merci, M. Herman. On va laisser le soin à Madame de répondre. Oui, bon, il demande si le président Blaise Compaoré n'a pas... Ne mérite pas la CPI. Ouais. Le tribunal pénal international. Ouais. Si vous, les Africains, vous faites le choix d'envoyer vos dirigeants là-bas, ça c'est un choix. Mais regardez la TPI, quel blanc on a jugé. Voyez dans quel état l'Irak se trouve. Voyez dans quel état la Libye se trouve. Et c'est tout ça qui crée l'insécurité chez nous. Il y a les Milosevic. Bon, donc vous voyez dans quel état les gens se trouvent. Et ceux qui ont provoqué ça, ils sont où? Je ne sais pas. Quand on a été aux affaires, il y a des actes qu'on pose au nom de la raison d'État. Mais il y a des actes que vous posez et pour lesquels vous devez répondre. En ce qui concerne le président Compaoré, c'est le peuple qui va décider. Ce n'est pas à moi de dire qu'il faut l'envoyer au tribunal pénal international. Je n'ai pas été pour que Gbagbo aille à la TPI. Ça a été une erreur. Et je l'ai dit aux plus hautes autorités en Côte d'Ivoire. Si la personne a fait mal, jugeons la personne chez nous. Pourquoi c'est nous qui allons envoyer nos gens là-bas? Que eux, ils commencent à nous donner des exemples en envoyant leurs gens aussi à la TPI. Un président de référence en Afrique Et le monsieur Herman voulait savoir si on a un président de référence en Afrique, selon vous. L'essentiel, ce n'est pas un président de référence. Nelson Mandela est là, il nous a donné l'exemple. Mais l'essentiel, c'est ce qu'on voit en chaque homme. Mais ce n'est pas parce que Compaoré est tombé aujourd'hui qu'on va se mettre à... Il avait ses défauts, on connaissait ses défauts. Mais en bien, qu'est-ce qu'on tire de lui? Je me souviens, dans une réunion internationale, avoir proposé, parce que chaque fois qu'il était sur les conflits, les terrains de conflit en Afrique, il n'était qu'avec ses compatriotes. Et j'ai proposé à une réunion de prendre des Africains. J'ai dit, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas. Les Maliens ont des potentialités. Les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens. On doit avoir des soldats de la paix autour de vous. Et si vous faites ça, votre méthode de gestion des conflits va porter pour l'Afrique et va laisser des traces pour qu'après vous, il y ait toujours des gens qui continuent dans la même lancée, puisque nous sommes en apprentissage dans la démocratie. Donc, il a fait un pas, il aurait fallu l'accompagner. Il y a un auditeur qui a dit « Après nous, c'est nous ». Que pensez-vous de ça? C'est un slogan que nous devons bannir. Et la HAC, qui a coutume de vite faire des communiqués, devrait pouvoir dire « Il faut arrêter ça ». Mais j'ai entendu un homme politique tourner cela en dérision. Je ne veux pas revenir là-dessus. Ce n'est pas bien. Mes compatriotes, arrêtez ça. Un autre auditeur en ligne? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, PDG, bonjour. Bonjour. Et bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Je suis Sylvestre Oloulade. Bonjour, Sylvestre. Oui, bonjour PDG, une fois encore. Oui. Vous avez une question pour madame Danou, oui. Vous les femmes, vous faites 52% de la population béninoise. Pourquoi vous ne pouvez pas rester ensemble pour accéder à la magistrature? Alors, il est parti, quelques années techniques. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas être ensemble, ce que vous venez de dire, madame? Oui, s'il avait suivi mes propos tout à l'heure, je crois qu'il n'aurait pas dit ça. Ce n'est pas une affaire de femmes. Ce n'est pas parce qu'on est 52% de la population qu'on va s'allier comme des bêtes derrière une femme. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Quel est son projet? Et quelle assurance elle donne pour bien gérer? C'est ça qui compte. Moi, je ne voudrais pas que les gens s'alignent derrière moi tout simplement parce que je suis femme. Un autre auditeur en ligne. Bon, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, grand frère Aimé Charles Toko. Bonjour, monsieur. Oui, c'est moi, je m'appelle Wissou Cyprien. Je vous appelle depuis Agbali-Lamé. Agbali-Lamé? Oui, à Papa. Comment ça va, Agbali-Lamé? Oh, ça va bien. Somme sous la pluie, c'est bon quand même. D'accord. Est-ce que vous trouvez cette pluie-là normale en cette période? On est quand même en novembre, hein? C'est le réchauffement climatique. Bien, c'est pas normal, mais ça a tenu un peu la poussière qui a commencé. D'accord. Et je salue maman, Madame Célestine Zanou.
Oui, je vous salue, monsieur Ouessou. Je voudrais poser une petite question. Oui. Est-ce que, c'est vrai que c'est une question bête, mais je vais poser quand même. Est-ce que nous pensons que le système démocratique tant prôné par les Européens eux-mêmes, je me rappelle bien, Sarkozy en son temps, il avait la verve dans le vent en poupe et il était prompt à chasser les Kadhafi. Et je pense que lui, il était la base du malheur que vit le Mali et des choses de la Boko Haram aujourd'hui. Est-ce que nous pensons, est-ce que vous pensez que le système démocratique tant prôné, enfin, sous sa forme, est-ce que c'est conforme à l'Afrique? Je veux dire ceci en faisant un petit crochet. Donc, comparé a fait beaucoup pour le Burkina Faso. Le jeune Yadema, il fait beaucoup pour le Togo. Est-ce qu'on ne veut pas voir un peu du côté de ces présidents qui font bien pour les accorder un peu de choses là, au lieu de la démocratie, enfin, le tout démocrate, je pense que ça tue un peu. D'accord, là, vous voulez qu'on maintienne ce système de président bonheur qui reste longtemps à vie, pratiquement au pouvoir. Et voilà. Des gens pragmatiques. Éclairés, quoi. Les guides éclairés. Les dictateurs éclairés. Non, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dernier point, s'il vous plaît. Oui, allez-y rapidement. Au CFM, excusez beaucoup, sur satellite, pour que vous écoutez partout au Bénin. D'accord, ça viendra. Merci beaucoup, madame. Oui, monsieur Ouessou. Oui. Voilà, c'est une préoccupation qu'il a exprimée et je l'ai dit tout à l'heure que la démocratie n'est pas, celle que nous pratiquons n'est pas adaptée à nos réalités socio-culturelles. Et nous devons y penser, réfléchir. Mais cela ne veut pas dire que les gens seront là à vie. Si nous avons un cadre, nous avons coutume de respecter des aînés. C'est des idées que je donne. Moi, je fais la réflexion. Nous sommes en train, et nous y avons pensé, l'Institut Afrique moderne, dirigé à l'époque par l'opposant numéro 1 aujourd'hui, Zéphirin Diabré. Nous avons travaillé à l'Institut Afrique moderne sur ce que doit être notre démocratie pour qu'à l'avenir, on ait un système plus adapté à nos réalités socio-culturelles. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la Grande-Bretagne. La reine est là et les premiers ministres se succèdent. J'ai donné l'exemple du Japon. L'empereur est là et les premiers ministres se succèdent. Nous devons réfléchir à un schéma du genre et nous sommes dans la réflexion. On aurait peut-être pu donner l'exemple du Bénin, de la transition de 90. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même, puisque après, le président Kérigou est devenu président. C'est pas tout à fait la même chose. Mais le modèle, c'est un modèle qu'il faut mettre en place. Et un chef est là, certainement, il a ses prérogatives. Il est d'un certain âge. D'abord, il faut avoir de l'expérience. Il faut être d'un certain âge, reconnu et accepté par tous. Et puis, bon, il y aura un système pour le mettre là. Et devant lui, nous aurons des premiers ministres qui peuvent changer. Maintenant, si vous êtes là et que vous faites mal, en 6 mois, vous partez. Mais si vous ne faites pas mal. C'est la réflexion que nous avons commencé au niveau de l'Institut Afrique moderne et qui se poursuit. Un auditeur en ligne. L'auditeur est reparti, il est revenu. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Charles Tokov. Bonjour, monsieur, oui. C'est monsieur. Oui, vous avez donné à monsieur Mpati Paulin. Enchanté, monsieur Paulin. Oui. Bonjour, madame Célestine. Bonjour, monsieur Mpati. Oui. Le peuple béninois est terre, vous n'avez pas peur. Moi, j'ai 2 questions pour vous ce matin. Oui. La première, en 2016, oui. Est-ce qu'on ne doit pas élire quelqu'un qui connaît la maison, qui est ce Bénin, qui connaît la réalité de ce pays, qui peut faire que les Béninois peuvent manger au moins 2 fois par jour? Je suis sur ma deuxième préoccupation. Le mardi 5 avril 2016, à 0h pile, le chef d'État a déposé le tablier. Est-ce que le chef d'État veut organiser les élections municipales, locales, et législatives et présidentielles pour 2016? Parce que ça le reste 519 aujourd'hui, 17 mois, 4 jours pour son départ en 2016. Donc la classe politique béninoise, concertez-vous pour nous faire un bon choix qui va permettre aux Béninois de jouer les deux bouts. Je vous souhaite bon dimanche à vous et bonne fête de tous à vous. Merci. Merci, madame. Merci, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Monsieur Mpati Paulin dit, en 2016, est-ce qu'on ne doit pas exiger quelqu'un qui connaît la maison? 2016, avant d'y arriver, il y a beaucoup d'étapes. Il faut une liste électorale.
j'ai proposé que la liste électorale sorte des mains des politiques. C'est un délit d'initié de laisser des députés confectionner la liste qui va les élire. Il faut que l'INSAE reprenne toute sa place. C'est comme si on n'a jamais été à une élection dans ce pays. Il faut que l'INSAE reprenne toute sa place pour que cet outil technique soit disponible pour les élections. Donc, M. Nkwati, c'est la condition avant 2016. Et je crois que tant qu'on ne va pas revenir sur ce chemin-là, nous n'aurons pas de 2016. Beaucoup ont peur de l'implication du gouvernement quand on confiera cette liste à l'INSAE. Mais un gouvernement responsable, il travaille pour le pays, il ne travaille pas pour lui. Il faut que ce soit un gouvernement responsable. On a eu par le passé. On a eu des gouvernements par le passé. Donc, ça, c'est un outil technique avec lequel on va travailler pour pouvoir élire quelqu'un. Donc le gouvernement, il va faire quoi? C'est ce que nous avons fait jusqu'à enlever les élections au ministère de l'Intérieur. Et vous avez vu dans d'autres pays, on a organisé au Sénégal avec le ministère de l'Intérieur. La première ministre qui était là n'a pas pu se faire élire. On aurait eu ça ici. Il faut qu'on prenne l'exemple sur d'autres qui font bien. Donc, une liste électorale. Et puis, restons comme tout le monde. La France que nous copions, avec le ministère de l'Intérieur, on a créé la Sénat. Voyez tout ce qu'on a. Maintenant, on est en train de créer un COSLEPI qui devient comme une Sénat bis. Donc, nous sommes en train de tergiverser. Nous sommes en train de tanguer. Et il va falloir y réfléchir. Je n'ai pas fini. Il a dit, est-ce qu'on ne doit pas exiger quelqu'un qui connaît? C'est le peuple. J'ai dit tout à l'heure, le peuple doit aller chercher désormais les gens qui doivent. Et quand vous dites, vous devez là, vous n'exigez pas 2000 francs, vous n'exigez pas 500 francs. Tu dois, toi tu dois, celui-là doit. Et si la classe politique doit se concerter, c'est d'abord le peuple qui le fait et la classe politique voit ce que le peuple est en train de faire. Mais il est où le peuple? C'est qui le peuple? Le peuple a une notion floue, mais vous avez vu, il dit, Madame Zanou, il vient de dire ça, non? Bon, peut-être ils sont nombreux à le dire. Maintenant, il faut être prêt à ne pas demander 2000 francs quand on dit on va faire tel travail. Il faut être prêt à aller au front. Quand on vous dit, il y a quelque chose, nous devons aller marcher, nous devons aller dans la rue pour manifester notre mécontentement, c'est une revendication démocratique. Il ne faut pas dire, il faut me donner l'argent. C'est parce que vous demandez ces choses-là que le chef de l'État a dit sur les antennes combien on veut vous donner. Parce que lui, il a l'habitude certainement de donner. Je ne sais pas, il dit combien on veut vous donner. Donc, je crois qu'il y a des devoirs, des obligations, et vous verrez que quand vous aurez fait votre choix, vous allez vous mobiliser. Prenez l'exemple de Barack Obama. Il a eu les $100, les $10 pour faire sa campagne. C'est le peuple américain qui a financé sa campagne. Aujourd'hui, vous devez venir utiliser votre argent. Mais quand c'est ça, vous venez au pouvoir. Ceux qui font ça, ils viennent, ils vont voler. La cuillère et la louche vont arriver. Madame, tout à l'heure, en parlant de l'INSAE, vous semblez faire confiance totalement au cadre béninois. Or, depuis 2006, on a vu les présidents de Cour constitutionnelle, on a vu les présidents de HAC, on a vu les présidents du Conseil économique et social. C'est vous-même, les hommes politiques, vous vous plaignez toujours de la manière dont les institutions ont été personnalisées. Ce sont, je sais comment vous le dites. Et aujourd'hui, vous voulez encore faire confiance. Monsieur Tokor, oui. Le Bénin n'existe pas depuis 2006. Le Bénin existe depuis 1960 au moins. Et depuis 1960, nous avons recensé la population. Depuis 1960, nous avons eu des élections dans ce pays. Moi, j'ai connu une INSAE. Un INSAE dirigé par des cadres valables. Dirigé par des cadres valables. En 96, vous vous souvenez, aux élections de 96, c'est l'INSAE qui a donné le premier résultat. C'est l'INSAE. C'est leur travail. C'est leur travail. Aller dans les autres pays voir ce qu'on appelle INSAE. Ce n'est pas le bâtiment qu'on a là qui est sous le chapeau de quelqu'un, on manipule les choses là. Non, l'INSAE, c'est une structure autonome. Allez en Europe voir ce qu'on appelle INSEE. Ils vous donnent des statistiques. Il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on en arrive là. Moi, j'y ai réfléchi et j'y travaille. On doit en arriver là. D'accord. Madame, on a un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Allez-y, c'est monsieur. On m'appelle Kosoko. Kosoko. Allez-y, Oui. Allez pour votre Bonjour, question. madame. Bonjour, monsieur Kosoko. J'ai deux questions pour vous. Oui. Premièrement, que dites-vous du fait que le président de la République avait dit en son temps concernant la marche, il nous demandait de ne pas sortir, en nous demandant combien on veut nous donner. Un. Deuxièmement, il y a lieu de faire conseiller qui viennent devant, de moins à des radios pour dire que la marche ne va pas passer là, qu'il n'y avait pas du monde. Alors que tout le monde a vu, les aveugles ont vu
qu'il y avait du monde. Et lui dit qu'il n'y avait pas du monde. Ne voyons pas que celui-là, c'est ceux-là qui veulent induire Yari-Boni en erreur. Et demain, il serait le seul comptable. Je parle de Yari-Boni. Agréable journée à vous. Voilà, madame. Merci, monsieur Kosoko. Vous demandez qu'est-ce que je dis du fait que le président de la République a dit de ne pas sortir. Que combien on va j'en donner. ai parlé tout à l'heure. Oui. C'est de la démobilisation. Et le chef qui a une place pour lui, mais ceux qui marchaient sont sur ses compatriotes. Je ne vais pas dire ces sujets, mais ce sont ses compatriotes à qui il doit protection, sécurité alimentaire, sécurité, à qui il doit tout. Donc, il ne peut pas les démobiliser. Le fait même de demander combien ils vont vous donner, est-ce que lui il a l'habitude de donner pour ces masses? C'est la question que je me suis posée. J'ai posé la question ici tout à l'heure. S'il dit n'allez pas, ça peut peut-être que là-bas on donne. On donne certainement s'il l'a dit. Donc nous n'allons pas écouter ses propos. C'est pour ça que je dis quand on a été préparé à la fonction, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et j'avoue que mon président, avec tout le respect que je lui dois, il n'est pas arrivé à l'antichambre où on se prépare pour accéder à ses responsabilités, pour savoir se taire. Parce que le silence fait partie des vertus. Et il y a des endroits où vous apprenez le silence. Nous, on a été là, on a appris le silence. On observe. Et quand vous vous taisez, vous observez, vous voyez. Moi, j'ai été au plan. Le silence. J'ai été à la présidente. Personne ne me voyait dans les rues. Aujourd'hui, même les secrétaires, les directeurs, tout le monde, le Conseil des ministres est devenu une salle de réunion. C'est pas comme ça. Quand vous avez été dans l'antichambre, vous savez comment les choses se passent. Ce peuple a besoin d'être réorienté. Ça va être du travail après 2016. Mais nous serons là pour le faire. Mais après 2016, c'est eux encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, 2016, avant 2016, ayons une liste électorale. À part vous, Madame Célestine Zanou, ceux que nous voyons candidats ici, candidats à gauche, ceux qui ont été préparés dans l'antichambre. C'est pas à moi de vous dire, c'est vous qui observez, c'est vous qui savez. Vous êtes de la presse, quelqu'un vient de vous appeler dinosaure. Je viens moi-même de vous dire, moi je dis, vous êtes les éléphants. La presse, ça fait quand même 15 ans que je vous vois faire, que je vous ai côtoyé. Et je sais qui vous êtes dans la presse. Je ne vous jette pas des fleurs, mais je trouve que quand on cherche la crédibilité aujourd'hui au niveau de la presse, vous que vous avez l'honneur d'avoir devant moi là, vous en faites partie. Donc, c'est à vous de voir. Si quelqu'un sort la tête, je veux là, vous devez lui taper sur le doigt et lui rappeler. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Joseph Godonou m'appelle. Monsieur Godonou, bonjour. Oui, Madame Zanou, bonjour. Bonjour monsieur Godonou. Je suis fier d'avoir mobilisé au moins 25 personnes d'abord rouge à la place au rouge le jour-là. Mais question, est-ce qu'il existe au Bénin la lépine? La population que nous sommes, on doit tous se lever, aller demander à notre professeur Dossou Robert où il a trouvé la lépine pour dire en son temps que ça, la lépine, il n'y aura pas d'élection au Bénin. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui viennent de là. On doit se mobiliser, aller lui demander tous ensemble, comme une famille, moi, nous, la lépine que tu as trouvé au Bénin avant de le dire en son temps. Et tous ces beaux mondes qui sont là, à la force lépine, du début jusqu'à la fin, on doit leur présenter au procureur de la République. Ça, d'accord. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je les ai eus. Notre télévision n'est pas en marche jusqu'au jour. Mais Dieu fera, nous sommes presque à la fin. Merci, bon dimanche à vous. Merci beaucoup, Madame Zanou. Oui, Monsieur Godonou. Sur quelle base a-t-on déclaré le chaos en 2011 alors qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas de l'épi? Et qu'il faut le 10 février 2011 au Bénin Marina Hotel, j'ai dit, il n'y a pas de l'épi, ni à l'OPA. Mais aujourd'hui, on demande à la Cour constitutionnelle, ne personnalisons pas la Cour. Voilà, l'État a une continuité. Je crois que nous n'allons pas nommer les gens. C'est la Cour. Le président Dossou n'a pas pris la décision tout seul. Et quand vous savez comment ces choses-là se passent, peut-être qu'il était dans un contexte vraiment. Ne personnalisons pas les choses. Demandons à la Cour comment il a fait pour relever les 3 500 et quelques mille électeurs. J'ai dit... C'est la liste affichée récemment.
C'est les 3 millions là qu'on a affichés. De l'audit participatif, c'est la réponse qu'on a eue. C'est la réponse que nous avons eue. Bon, moi je ne sais pas. Il demande à la Cour. M. Godot nous dit, la Cour n'a qu'à nous dire. La Cour avait son relevé. J'ai le document, d'ailleurs je suis venu avec le document. La Cour avait relevé 3 millions. Mais j'avais dit en son temps que lorsque dans un pays normal, on va aux élections, la presse nationale et internationale annonce déjà les 3 millions d'électeurs au Bénin. Nous n'avons pas entendu ça. Et donc, c'est la Cour qui nous a donné le chiffre réel. La Sénat, qui organisait les élections, n'a pas été en mesure de nous donner un chiffre. C'est triste, M. Godon, c'est ce que je vais vous dire, qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas de liste électorale au Bénin. Ils l'ont dit, ceux qui sont en charge de la LEPI, que l'audit participatif a été une reprise. Donc, 2011, là, je ne sais pas sur quelle base on a élu les gens. Nous avions fait l'analyse, nous, ici, en 2012, et nous avons tiré les conclusions qui ont mis le chef sur les nerfs, mais ces conclusions-là restent valables. Merci, Madame Zanou, surtout d'avoir dépersonnalisé le débat, parce que c'était une institution, et surtout, je pense que c'était bien de faire cette mise au point. Est-ce à dire, Madame Zanou, que tout le mal, aujourd'hui, que le Bénin ou bien tout ce qu'on reproche à notre système, toutes les failles, est-ce à dire que ce n'est imputable qu'à Yahya Boni et à ses partis-là? Je vous réponds non. Parce que le chef, c'est vrai, s'il fait mal, on est obligé de dire. Si vous ne dites pas, vous êtes aussi responsable. Donc tous ceux qui se taisent parce que le chef fait mal, ceux-là aussi sont responsables. On ne va pas dire que c'est lui seul. Moi, je ne me suis jamais tue. Les responsabilités sont à partager, mais elles sont à situer à différents niveaux. Mais il faut reconnaître que le plus gros lot ira vers lui et ses partisans. Et la classe politique elle-même, globalement, même ceux qui ne sont pas partisans de Yahya Boni? Oui, la classe politique, ceux qui ne sont pas... C'est ce que je viens de dire. Si moi, Célestine Zanou, je m'étais tue depuis 2006, attendant que me frotter les mains pour dire, bon, on va venir, je vais arriver. Non, je serais aujourd'hui comptable de ça. Il faut dénoncer quand ce n'est pas fait. Il faut dénoncer dans les règles de l'art, parce qu'il faut respecter le chef. C'est une institution et il faut respecter. S'il fait mal, vous le dites dans les termes où il faut le dire, mais il faut que lui aussi, il écoute les conseils. Madame Célestine Zanou, et vous-même, si vous devez vous faire un reproche dans votre comportement politique depuis 2006, si vous devez faire votre autocritique, que diriez-vous? Mon autocritique, depuis 2006, qu'est-ce qu'on me reproche? Non, qu'est-ce que vous reprochez? Moi-même, je me reproche. Aujourd'hui, après 8 ans. Ma trop grande droiture, je suis trop droite. Les gens me le disent, un grand leader de la place m'a dit, c'est ce que les gens craignent en vous. Mais mes compatriotes qui sont dans la politique doivent comprendre que Platon a réglé ce problème en disant que les philosophes deviennent rois et que les rois deviennent philosophes. Ça veut dire qu'il faut avoir le savoir, la connaissance pour accéder à ce niveau de responsabilité. Ceux qui doivent diriger, là, moi c'est mon talon d'Achille, j'accepte, c'est mon talon d'Achille, la droiture. Mais d'ici peu, les gens trouveront que je ne suis pas dans le faux. Quand on aspire à ce niveau de responsabilité, il faut avoir une certaine droiture que vous allez essayer d'inculquer, de léguer aux gens. On ne gère pas dans le mensonge. On ne gère pas la cité dans le vol. Une nation forte, ce n'est pas dans le mensonge, ce n'est pas dans le vol, ce n'est pas dans la jonglerie, ce n'est pas dans les voies de travers. Et si c'est cela qu'on me reproche, j'assume. Si c'est cela que moi-même, je pense que je l'assume. Je ne suis pas prête à quitter ce chemin parce que je sais que demain, ce sera le critère pour être à la place à laquelle j'aspire. Madame Zanon, pour terminer, quelles sont vos ambitions dans un futur très proche? Mes ambitions dans un futur très proche. Je suppose que c'est sur le plan politique. Oui. Monsieur Toko et monsieur les journalistes, auditeurs, auditrices, on ne fait pas la politique comme le jardinage. Hein. On ne fait pas la politique pour rester chez soi. C'est pour diriger la communauté. Absolument. Et donc, je suis dans ce chemin-là. On ne s'engage pas en politique parce qu'on veut aller partager un gâteau. On s'engage en politique parce qu'on veut faire mieux que les autres. Ou bien parce que vous avez déjà le gâteau. Ce n'est pas une affaire de gâteau. La vie n'est pas un gâteau. C'est la connaissance, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-être. Donc, je cherche seulement les suffrages de la communauté pour être à ce niveau de décision
Ok. Plaise à Dieu qu'il continue de m'accorder, de m'accompagner comme il a toujours fait pour que... Alors là, de cette réponse, on peut dire Célestine Zanou, candidate aux prochaines législatives, aux prochaines locales ou à la prochaine présidentielle. Je vous laisse tirer les déductions, je vous laisse faire les déductions parce que un leader aussi, c'est comme ça qu'il parle. Votre mot de fin avant de quitter ce studio? Oui, mon mot de fin, en me présentant tout à l'heure, vous avez parlé de critique. C'est vrai, je suis critique, mais ma critique est pédagogique. La nation est en danger, ça il faut le dire. Et les dissensions, quelles qu'elles soient, doivent être transcendées pour que les grands virages qui nous attendent soient négociés avec succès. C'est ce que je voudrais que les gens retiennent et que les gens sachent que le devoir est ce qui nous doit nous habiter dans le cadre de la gestion des affaires de ce pays. Et quand il y a devoir, il n'y a plus de moi. Quand il y a devoir, c'est le patriotisme qui est là. Et quand le patriotisme est là, le patriotisme nous conduit à la citoyenneté. Et ce que je demande, c'est que les citoyens reconnaissent leur rôle pour que le Bénin aille de l'avant. Merci Madame Célestine Zanou d'avoir été des nôtres ce dimanche en votre compagnie. Il avait été question de la situation sociopolitique au Burkina Faso et les enseignements à en tirer pour le Bénin. Nous avons également parlé du blocage des élections au Bénin, le rôle des femmes dans la gouvernance actuelle sous Boni Yayi. Et merci à l'équipe technique qui a conduit cette émission. Je rappelle que la rediffusion de Cartes sur table, c'est demain à partir de 15h. Agapit Napoléon Maforican, Charles Toko et Blaise Trenou. Bon dimanche à vous tous.